Quel est le prix d'un seul moment de préjugé pour une compagnie aérienne? La réponse était de 4 milliards d'euros. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une passagère expulsée d'un avion. C'est l'histoire du docteur Audrey Beaumont, une PDG publiquement humiliée qui a décidé de montrer au monde ce qui se passe quand on sous-estime la mauvaise femme. Mais lorsqu'elle a appuyé sur la gâchette de la plus grande représaille d'entreprise de l'histoire de l'aviation, elle a sans le savoir tiré le premier coup de feu dans une guerre qu'elle n'avait jamais vue venir. Une guerre d'espionnage industriel, de trahison secrète et d'un karma final brutal dont personne, pas même elle, ne pourrait échapper. L'air dans la cabine première classe du vol Air Atlantique 712 de Paris-Charles de Gaulle à Marseille était une illusion soigneusement orchestrée. Il était parfumé d'un mélange sur mesure de citronnelle et de bergamote conçu pour apaiser les anxiétés des puissants. L'éclairage était une douce aurore simulée. Le champagne était un krug millésimé et les sièges étaient des cocons de cuir sculptés qui murmuraient des promesses de confort et d'isolement. Pour le docteur Audrey Beaumont, PDG d'Énergie Vertes Innovations, ce n'était qu'un bureau à 11 000 mètres d'altitude. À 42 ans, Audrey était un chef-d'œuvre d'élégance contrôlée. Son tailleur Chanel sur mesure était de la couleur d'un ciel orageux, taillé à la perfection. Ses cheveux étaient coiffés en locks sophistiqués ornés de manchettes dorées subtiles qui captaient la lumière. À son poignet, une montre Patek Philippe suivait les secondes avec une précision silencieuse et implacable. Tout comme Audrey elle-même, elle n'était pas qu'une passagère, elle était une titan de l'industrie. Son entreprise, Énergie Verte, était sur le point de révolutionner le secteur énergétique mondial avec sa technologie propriétaire de capture du carbone et son carburant d'aviation durable. La compagnie aérienne même à bord de laquelle elle volait était sur le point de devenir son partenaire phare. Les documents sur sa tablette décrivaient les termes finaux d'un accord historique. Un partenariat stratégique de 4 milliards d'euros. Énergie Verte équiperait exclusivement toute la flotte de 800 appareils d'Air Atlantique, en faisant la première grande compagnie aérienne véritablement verte au monde. C'était un projet patrimonial pour les deux entreprises. Pour Air Atlantique, c'était une bouée de sauvetage, un moyen de se repositionner et de dominer l'avenir du voyage. Pour Audrey, c'était l'aboutissement d'une décennie de travail acharné. Un témoignage d'une fille de Clichy-sous-Bois qui avait surmonté et déclassé tous les obstacles sur son chemin. Elle examinait le projet de communiqué de presse lorsqu'un autre passager, un homme corpulent en polo froissé nommé Marc, se dirigea lourdement dans l'allée. Il tâtonna avec son compartiment supérieur, laissant tomber une lourde mallette qui atterrit carrément sur la coudoir d'Audrey, bousculant sa tablette. « Attention !» dit Audrey, sa voix calme mais ferme, sans lever les yeux de son écran. Marc grogna en récupérant son sac. « Eh bien, désolé. » ricana-t-il, son ton épais d'indignation imméritée. « On est un peu nerveuse, non ?» Audrey leva finalement les yeux, son regard fixe et imperturbable. « Non, juste protectrice de mon espace et de mon travail. » Une hôtesse de l'air, une femme d'une cinquantaine d'années au sourire pincé et dont le badge indiquait Céline, se matérialisa à côté d'eux. Ses yeux, cependant, ne contenaient pas la même chaleur que son sourire. Elle se concentra entièrement sur Audrey. « Y a-t-il un problème ici, mademoiselle ?» demanda Céline, sa voix teintée d'une douceur sucrée qui ressemblait davantage à une accusation. « Aucun problème, » répondit Audrey en reportant son attention sur sa tablette. « Monsieur a laissé tomber son sac. C'est réglé. Il a dit que vous étiez nerveuse, » insista Céline, ignorant complètement Marc. « Nous devons nous assurer que tous nos passagers de première classe se sentent à l'aise et en sécurité. » L'implication flottait dans l'air, épaisse et suffocante. « Vous êtes la source d'inconfort. Vous êtes la menace pour la sécurité. » Audrey avait ressenti ce courant subtil toute sa vie, le flux toxique invisible d'hypothèses qui coulait sous la surface de la société polie. C'était dans la façon dont les vendeurs la suivaient, la façon dont les membres du conseil d'administration la prenaient pour l'assistante, la façon dont une hôtesse de l'air remettait maintenant en question sa présence dans un siège qu'elle avait plus que mérité. « Je vous assure, » dit Audrey, sa voix baissant d'un degré, devenant aussi froide et dure que le diamant, « je suis parfaitement à l'aise. La seule chose qui me met mal à l'aise, cet interrogatoire inutile. » Marc, voyant une alliée en Céline, bomba le torse. « Elle a été impolie avec moi, elle m'a agressé sans raison. » C'était un mensonge flagrant, mais Céline s'y accrocha. « Mademoiselle, je dois vous demander de garder un ton respectueux. Ceci est une cabine premium. » Audrey posa lentement sa tablette sur le siège à côté d'elle. Elle tourna toute son attention vers l'hôtesse de l'air. « Céline, vous venez de voir cet homme laisser tomber un sac de 5 kilos sur mon accoudoir et vous avez choisi de me considérer comme le problème. Je vous suggère de retourner à vos tâches et de me permettre de retourner aux miennes. » Elle s'était attendue à ce que l'hôtesse de l'air recule, honteuse. Au lieu de cela, le visage de Céline se durcit. Le sourire plastique disparut, remplacé par un masque d'autorité rigide.
C'était le regard d'une personne avec un petit pouvoir qui avait trouvé une cible sur laquelle elle se sentait en sécurité de l'exercer. Ce ton n'est pas acceptable, dit Céline, sa voix montant. Vous créez un trouble. Je vais devoir vous demander de vous calmer. Audrey n'avait pas élevé la voix. Son rythme cardiaque était stable. Elle était la personne la plus calme dans l'allée, mais elle savait avec une appréhension familière que les faits n'avaient plus d'importance. Un récit avait été écrit pour elle, et elle en était maintenant la star involontaire. Le trouble n'était pas sa voix. C'était sa présence même, une femme noire réussie et sans complexe en première classe, refusant d'être petite. Il n'y a aucun trouble, dit Audrey, ses mots coupants. Allez chercher votre chef de cabine maintenant. Les yeux de Céline se plissèrent en fente. Oh, je vais chercher plus que le chef de cabine. Elle se retourna et marcha vers le cockpit, ses mouvements raides d'un but vertueux. Les autres passagers commencèrent à murmurer, leur regard un mélange de curiosité et de jugement. Audrey les ignora. Elle ramassa sa tablette, ses doigts traçant le logo d'énergie verte. 4 milliards d'euros. Un partenariat destiné à propulser cette compagnie aérienne même dans l'avenir. Elle sentit une ironie amère monter dans sa gorge. Comment pouvaient-ils voler vers l'avenir quand leur personnel était encore piégé dans un passé préjugé? Quelques instants plus tard, Céline revint, non pas avec le chef de cabine, mais avec 2 agents de sécurité de l'aéroport en uniforme. L'illusion de la cabine première classe se brisa en 1 million de morceaux. Les 2 agents de sécurité, un homme et une femme, étaient une étude de professionnalisme lasse. Leurs visages étaient impassibles, leurs yeux balayant la cabine comme s'ils avaient vu cette scène exacte 100 fois auparavant. L'agent masculin, dont le badge indiquait Mercier, s'adressa à Audrey, sa voix un monotone terne qui ne laissait aucune place au débat. Mademoiselle, nous avons reçu un rapport d'une passagère perturbatrice. L'hôtesse de l'air a demandé que vous débarquiez avec nous. Un halètement collectif parcourut la cabine. Les têtes surgirent au-dessus des cocons de cuir. Les téléphones, auparavant cachés, commencèrent à émerger. Leurs petites lentilles noires scintillant dans la douce lumière de la cabine. Audrey sentit une fureur froide la submerger, si puissante qu'elle était presque clarifiante. Elle était en train d'être retirée. Pas interrogée, pas médiée, mais retirée. Monsieur, commença-t-elle, sa voix un bourdonnement bas et dangereux, je peux vous assurer qu'il y a eu un profond malentendu. Je suis la PDG d'une entreprise qui est actuellement dans les dernières étapes d'un partenariat de plusieurs milliards d'euros avec cette compagnie aérienne. Je ne suis pas une passagère perturbatrice. Céline s'avança, se positionnant légèrement derrière l'agent Mercier, un sourire triomphant jouant sur ses lèvres. Elle était agressive et belliqueuse, monsieur. Je me suis sentie menacée. Elle a refusé de suivre mes instructions de se calmer. Je n'ai jamais cessé d'être calme, répliqua Audrey, son regard se verrouillant sur celui de Céline. Vous avez fabriqué cette situation, et vous le savez. L'agent Mercier leva la main. Mademoiselle, nous ne sommes pas là pour débattre de cela. L'avion ne peut pas partir tant que ce n'est pas résolu. L'équipage de cabine a le dernier mot sur qui vole. Veuillez rassembler vos affaires et nous accompagner. Non, dit simplement Audrey. Le mot n'était pas fort, mais il résonnait d'une autorité absolue. C'était le nom d'une femme qui avait bâti un empire, qui avait affronté des investisseurs hostiles et des concurrents prédateurs. C'était un nom qui s'attendait à être obéi. Mais dans cette boîte de conserve filant dans le ciel, son autorité ne signifiait rien. Le visage de Mercier se crispa. Mademoiselle, ne rendez pas cela plus difficile. Si vous refusez, nous devrons vous retirer de force. Audrey regarda autour de la cabine. Marc, l'homme qui avait tout commencé, essayait maintenant de se recroqueviller dans son siège, son visage pâle. Les autres passagers étaient un mélange d'horreur et de fascination morbide. Certains filmaient ouvertement. Elle savait que dans quelques heures, ces images seraient sur les réseaux sociaux, dépouillées de contexte. Un clip viral d'une femme noire perturbatrice expulsée d'un avion. Sa réputation, méticuleusement construite au cours de 2 décennies, était en train d'être démantelée en quelques minutes par le mensonge d'une hôtesse de l'air. C'est absurde, déclara Audrey en se tournant vers l'agente. Est-ce ce que cela vous semble raisonnable? Regardez-moi. Est-ce ce que j'ai l'air d'une menace? L'expression de l'agente était illisible. Notre travail est de répondre à la demande de l'équipage. Mademoiselle, nous devons désamorcer la situation. Ceci est l'escalade. La voix d'Audrey monta finalement, teintée d'incrédulité. J'étais assise ici à travailler quand j'ai été ciblée et harcelée, et maintenant je suis punie pour cela. Mercier détacha les menottes en plastique de sa ceinture. Le doux cliquetis du plastique était le son le plus fort dans la cabine silencieuse. C'était le moment où Audrey sut qu'elle avait perdu. Se battre physiquement ne ferait que valider le récit de Céline. Ce serait l'image finale et accablante de leur vidéo. Son pouvoir n'était pas dans la résistance physique. Il était dans son esprit, ses ressources, son empire. Et à ce moment-là, elle prit une décision. Elle laisserait cette humiliation se dérouler.
Mais le prix en serait astronomique. Avec une profonde respiration stabilisatrice, elle se leva. Elle se déplaça avec une grâce délibérée et royale, lissant le devant de sa veste. Elle prit son sac et sa tablette, ses mouvements sans hâte. Elle rencontra les yeux de chaque passager qu'elle croisa. Son expression était un réquisitoire silencieux et brûlant. Elle ne regarda pas Céline. L'hôtesse de l'air n'était plus une personne pour elle. Elle était un symptôme d'une maladie d'entreprise qu'Audrey était sur le point d'éradiquer. Alors qu'elle sortait sur la passerelle, flanquée des 2 agents, elle sentit l'air froid et stérile de l'aéroport. L'odeur de citronnelle et de bergamote avait disparu, remplacée par la faible odeur de kérosène et de cire pour sol. Elle fut conduite à travers le terminal animé à la porte 19. Les gens s'arrêtaient et regardaient. Leur téléphone tenu haut, la marche de la honte. Ils ne l'emmenèrent pas au commissariat, mais dans un petit bureau administratif sans fenêtre derrière le comptoir d'enregistrement. La pièce était beige et sans âme. L'agent Mercier parla finalement, son masque professionnel glissant pour révéler une trace d'inconfort. Écoutez, la compagnie aérienne ne porte pas plainte. Ils ne veulent juste pas que vous soyez sur ce vol. Ils vont vous réserver. Audrey émit un rire court et sans joie. M'être réservé? Vous pensez que c'est une question de vol? Elle posa son sac et sa tablette sur la table métallique. Elle n'était plus qu'une passagère. Elle était le docteur Audrey Beaumont, PDG d'Énergie Vertes Innovations, et les leviers du pouvoir étaient de retour entre ses mains. Elle sortit son téléphone. Agent Mercier, dit-elle, sa voix maintenant dépourvue de toute émotion. Puis-je vous demander une dernière chose? Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il avec lassitude. J'ai besoin que vous soyez témoin. Je suis sur le point de passer un appel téléphonique, et je pense que vous, en tant qu'agent de la sécurité de cet aéroport, devriez l'entendre. Vous faites, après tout, partie de cette transaction. Confus, Mercier hocha lentement la tête. Audrey parcourut ses contacts et appuya sur un nom. Il sonna 2 fois avant qu'un homme à la voix douce et confiante ne réponde. Audrey, tu es en l'air. Je viens de recevoir les derniers papiers du service juridique. Nous sommes prêts à faire sauter le champagne ici. Luc, dit-elle, sa voix stable comme l'acier. Changement de plan. Annule le partenariat Air Atlantique. Annule-le maintenant. Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout. Les yeux de Mercier s'écarquillèrent. Quoi? Audrey, de quoi parles-tu? Annulé? C'est l'accord de 4 milliards d'euros. L'annonce est dans 48 heures. Je suis au courant, répondit Audrey, son regard fixé sur le mur beige. Je viens d'être retiré de force du vol Air Atlantique 712 par la sécurité sur la base d'une fausse accusation d'une hôtesse de l'air. Je suis actuellement assise dans une arrière-salle à Charles de Gaulle. Un autre silence choqué. Puis la voix de Luc, maintenant bouillonnante de rage. Ils ont fait quoi? Qui? Donne-moi des noms. Les noms sont sans importance, Luc. Le nom qui compte est Air Atlantique. Une organisation est sa culture, et leur culture vient de me considérer, moi, leur plus grande partenaire entrante, comme une menace. Publie un communiqué de presse. Avec effet immédiat, Énergie Verte Innovation retire son offre de partenariat et tous les financements et licences technologiques associés à Air Atlantique, invoquant des différences inconciliables dans les valeurs d'entreprise et un échec à garantir un environnement sûr et équitable pour ses partenaires et passagers. Mon Dieu, Audrey, le marché. Leur action va être éviscérée. Ce sera un bain de sang. Audrey se pencha en arrière dans la chaise en plastique bon marché, un sourire sinistre touchant finalement ses lèvres. Oui, ce sera le cas, dit-elle doucement. Maintenant, obtiens-moi le numéro de portable personnel de Richard Dufresne. Il doit entendre cela de ma part personnellement. Richard Dufresne, PDG d'Air Atlantique, était au 18e trou du golfe de Biarritz. Le soleil aquitain était chaud sur son visage et l'air salé était vif. Il alignait un putt de 6 mètres pour un birdie. Un putt qui assurerait une belle victoire sur son vieux rival universitaire. Le PDG d'une compagnie de fret concurrente. Dans son esprit, la journée ne pouvait pas être meilleure. L'accord de 4 milliards d'euros avec Énergie Verte était pratiquement signé. C'était son accomplissement suprême, le coup qui cimenterait son héritage et assurerait le contrôle de la famille Dufresne sur Air Atlantique pour une autre génération. Son téléphone, posé dans la voiturette de golf, commença à vibrer avec une intensité frénétique. Son assistante, Juliette, savait ne jamais l'appeler sur le parcours à moins que le monde ne soit en feu. Il soupira, agacé par l'interruption, et fit signe à son partenaire de continuer. « Qu'est-ce que c'est, Julie » aboya-t-il dans le téléphone. « Monsieur Dufresne, vous devez voir ceci. Et le docteur, Audrey Beaumont est sur l'autre ligne pour vous. » Elle a insisté. « Elle semble. » Juliette fit une pause, cherchant le mot. « Froide. »« Beaumont? Passe-la-moi. » dit-il, un nœud d'inquiétude se resserrant dans son estomac. Il fit signe à son caddie, s'éloignant du green pour plus d'intimité. « Audrey, quelle agréable surprise.
commença-t-il, sa voix dégoulinant du charme facile qui lui avait si bien servi dans les salles de conseil. À quoi dois-je l'honneur de... Coupe les conneries, Richard. Les mots tranchèrent son affabilité pratiquée comme un éclat de verre. La voix d'Audrey était méconnaissable. La chaleur et l'esprit de collaboration de leur réunion avaient disparu, remplacés par quelque chose de glacial et de définitif. Pardon, balbutia-t-il. Il y a 1 heure, j'étais assise en première classe dans l'un de vos avions. Le vol 712. Maintenant, je suis dans un bureau de sécurité à Charles de Gaulle, ayant été escorté hors de l'avion comme une criminelle ordinaire. Explique-moi ça. Le club de golf devint soudainement lourd dans la main de Richard. Le soleil semblait trop chaud. Quoi? C'est impossible. Il doit y avoir une erreur. Un malentendu. Oh, il y a eu un malentendu, d'accord, rétorqua Audrey. Votre entreprise semble avoir le malentendu qu'elle peut humilier ses partenaires et ne subir aucune conséquence. Votre hôtesse de l'air, Céline Moreau, a décidé que moi, une femme noire assise tranquillement à ma place, était une menace. Elle a provoqué une confrontation, menti à la sécurité et m'a fait retirer. Richard sentit une vague de nausée. Il pouvait déjà voir les titres. C'était un cauchemar de relations publiques du plus haut niveau. Audrey, mon Dieu, je suis tellement désolée. C'est inacceptable. Dame, têtes vont tomber. Je vous le promets, Céline, l'équipage, quiconque était impliqué, ils sont partis. Nous publierons des excuses publiques. Nous enverrons un jet privé pour venir vous chercher immédiatement. Nous arrangerons cela. Il était en mode contrôle des dégâts, lançant toutes les solutions auxquelles il pouvait penser au problème. Mais il essayait de colmater un barrage qui avait déjà éclaté. Vous semblez penser que c'est une plainte de service client, Richard, dit Audrey, sa voix dangereusement calme. Vous semblez penser que c'est une question d'excuse ou de jet privé. Permettez-moi d'être parfaitement clair. Il s'agit de la culture fondamentale de l'entreprise dans laquelle j'étais sur le point d'investir 4 milliards d'euros. C'est une culture où un employé biaisé se sent assez habilité pour discréditer publiquement une partenaire parce qu'elle ne ressemble pas à quelqu'un qui appartient. C'est une culture que vous avez laissé pourrir. Audrey, s'il vous plaît, plaida-t-il, le désespoir rugissant dans sa voix. Ce n'est pas juste. C'est un incident isolé. Une pomme pourrie. Une pomme pourrie gâte le lot, Richard. Ou dans ce cas, elle coûte au lot 4 milliards d'euros. Le chiffre resta suspendu dans l'air entre eux, un monument à l'échelle du désastre qui se déroulait. Qu'est-ce que vous dites? Demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Je dis que l'accord est annulé. Mon directeur financier Luc rédige le communiqué de presse en ce moment même. Énergie Verte Innovation se retire formellement et publiquement de notre partenariat. Nous ne pouvons pas en bonne conscience aligner notre marque avec une organisation qui démontre un échec aussi grotesque de jugement et d'équité. Richard trébucha en arrière, s'appuyant contre la voiturette de golf pour se soutenir. Sa vision nageait. Non, non, vous ne pouvez pas faire ça, Audrey. Nous avons travaillé sur cela pendant 1 an. Les contrats, la logistique, l'annonce au marché lundi. Cela va nous détruire. Vous auriez dû y penser avant que votre personnel ne décide de traiter mon siège certifié par le conseil d'administration comme une menace. Rétorqua-t-elle. Vous voyez, Richard, c'est ce que vous et les vôtres n'avez jamais compris. Le respect n'est pas un avantage. C'est le coût de base pour faire des affaires et votre entreprise vient de faire défaut sur son paiement. Je vais me mettre à genoux, Audrey. Je volerai à Paris ce soir et je présenterai personnellement mes excuses au nom de chaque employé de cette entreprise. Ne faites pas ça. C'est déjà fait. Mon équipe exécute mes ordres. Le communiqué de presse sera diffusé dans 10 minutes. Je vous suggère de retourner à votre bureau, Richard. Vous allez passer un après-midi très difficile. Il y eut un clic et la ligne fut coupée. Richard Dufresne resta immobile, le téléphone pressé contre son oreille, écoutant le silence. La douce brise marine ressemblait à une gifle. Les acclamations lointaines du 18e green sonnaient comme des rires moqueurs. Il ne perdait pas seulement un accord. Il perdait son entreprise. L'héritage Dufresne, construit par son grand-père, était sur le point d'être incinéré à cause d'une hôtesse de l'air nommée Céline. Il tâtonna avec son téléphone, ses mains tremblantes, et appela son directeur de la communication. « Paul, nous avons un problème. Un incendie d'entreprise à 5 alarmes. » Pendant ce temps, de retour dans la pièce beige à Charles de Gaulle, Audrey remit son téléphone dans son sac. L'agent Mercier la fixait, la bouche légèrement ouverte. Il venait d'insister au démantèlement d'une entreprise via un seul appel téléphonique. Il la voyait non plus comme une passagère perturbatrice, mais comme une force de la nature. « Avez-vous besoin d'autre chose de moi, monsieur ?» demanda Audrey, sa voix de nouveau calme, comme si elle venait de finir de commander le déjeuner. Il secoua la tête, sans voix. « Bien, dit-elle en se levant. Alors je vais partir.
J'ai un nouveau vol à réserver, sur une compagnie aérienne différente, bien sûr. Elle sortit de la pièce, laissant les deux agents dans un silence stupéfait. L'air crépitant encore de l'énergie fantôme de 4 milliards d'euros vaporisés. Le communiqué de presse d'énergie verte ne s'est pas simplement diffusé, il a détonné. Il a été publié à 14h30, heure de Paris. Un geste calculé par Luc pour attraper le marché avant la clôture. Le langage était brutalement précis et dévastateur. Énergie Verte Innovation a mis fin à son partenariat stratégique proposé avec Air Atlantique, évalué à environ 4 milliards d'euros. La décision, effective immédiatement, est basée sur un désalignement fondamental des valeurs d'entreprise qui est devenu irrévocablement clair suite à un récent incident de conduite discriminatoire et non professionnelle par le personnel d'Air Atlantique envers notre directrice générale. Énergie Verte ne peut pas s'associer avec une entité dont la culture interne présente un risque pour la sécurité et la dignité de ses partenaires. L'onde de choc fut instantanée. Les terminaux d'information financière s'allumèrent de Paris à Londres à Tokyo. Air Atlantique perd accord de 4 bytes clignotait en rouge sur tous les écrans. L'action de la compagnie, qui s'échangeait à un sommet de 5 ans en prévision de l'accord, entra en chute libre. À la bourse de Paris, les traders criaient et gesticulaient frénétiquement. Le ticket pour AL était une cascade de rouge. Il chuta de 10% dans les 5 premières minutes, puis de 20%. Au moment où la cloche de 16 heures sonna miséricordieusement, Air Atlantique avait perdu 38% de sa valeur. Plus de 6 milliards d'euros de capitalisation boursière s'étaient évaporés en 90 minutes. Tout cela à cause d'une confrontation en première classe. Pour Richard Dufresne, le vol de retour à Paris sur son jet privé fut le plus long voyage de sa vie. Il regardait le ticket boursier sur son téléphone avec un sentiment d'horreur détaché, comme s'il observait une catastrophe naturelle de très loin. Il avait assemblé une réunion d'urgence du conseil d'administration par téléconférence. Et la fureur de ses membres du conseil était volcanique. « Comment avez-vous laissé cela arriver, Richard ?» demanda Marcus Leblanc, un baron chevronné du Capital Investissement qui détenait une participation de 15%. « Comment avez-vous laissé une hôtesse de l'air torpiller tout l'avenir de cette entreprise ? Nous gérons la situation, Marcus, dit Richard, sa voix sonnant creuse, même à ses propres oreilles. L'employée a été identifiée. Céline Moreau, une vétérane de 30 ans. Elle a été suspendue en attente de licenciement. Tout l'équipage de cabine est cloué au sol. Suspendue ? Rugit un autre membre du conseil. Elle devrait être licenciée publiquement, et nous devrions être à genoux, suppliant Beaumont de reconsidérer. J'ai essayé, cria Richard en retour, sa contenance se fissurant finalement. Elle ne prend pas mes appels. C'est fini. Elle a joué ça parfaitement. Elle n'a pas seulement retiré l'accord. Elle a exécuté notre réputation. La frénésie médiatique était encore pire. Les grands médias étaient partout sur l'histoire. C'était le cocktail parfait de race, de pouvoir et de drame d'entreprise. Les clips filmés par les passagers du vol 712 étaient devenus viraux. Ils montraient une Audrey calme, impeccablement habillée, confrontée par une Céline visiblement agitée, puis tranquillement emmenée par la sécurité. Le récit était clair, et c'était une catastrophe pour Air Atlantique. La compagnie aérienne n'était pas seulement incompétente, elle était raciste. Boycott Air Atlantique était le sujet numéro 1 en tendance sur Twitter. Céline Moreau, la catalyseur de toute l'implosion, était chez elle dans son appartement de Saint-Denis quand son téléphone commença à sonner sans arrêt. D'abord, c'était son superviseur direct, puis le chef des services en vol, puis un avocat à la voix sévère du siège. On lui dit qu'elle était suspendue, qu'elle ne devait parler à personne et qu'elle avait apporté une honte catastrophique à l'entreprise. Elle était déconcertée. Dans son esprit, elle faisait son travail. Elle avait vu une passagère agressive, une passagère qui ne correspondait pas à son image subconsciente d'une cliente de première classe. Et elle avait suivi le protocole pour retirer une menace perçue. Elle ne voyait pas cela comme une question raciale. Elle voyait cela comme une question de sécurité. Elle ne comprenait pas que sa perception était le problème. Alors qu'elle voyait son propre visage placardé sur les sites d'information. Étiquetée comme une carène, sa perplexité se transforma en colère défensive paniquée. Ce n'était pas sa faute. Cette femme avait été hostile. C'était elle la victime ici. De retour à la tour Air Atlantique, une salle de guerre d'urgence avait été mise en place. Richard et son équipe de direction travaillèrent toute la nuit, alimentés par du café rassis et une panique croissante. Ils rédigèrent une douzaine de versions d'excuses publiques. La première était une déclaration d'entreprise sèche. La deuxième était une supplication rampante. Aucune ne semblait juste. Ils essayaient de mettre un pansement sur une blessure mortelle béante. À minuit, l'ampleur complète des dégâts financiers devenait claire. Non seulement l'action était en lambeaux, mais leur notation obligataire était sur le point d'être dégradée.
Les fournisseurs de carburant appelaient, inquiets de leur ligne de crédit. Les comptes d'entreprise, effrayés par la publicité toxique, menaçaient de retirer leur activité. L'accord avec Énergie verte n'était pas seulement une question de technologie verte. C'était le pilier soutenant toute la structure financière de l'entreprise. Et Audrey Beaumont venait de le faire tomber. C'est dans cette atmosphère de chaos et de désespoir que Julien Mercier, vice-président exécutif des opérations d'Air Atlantique, vit son opportunité. Julien était intelligent, ambitieux et totalement impitoyable. Il avait toujours ressenti du ressentiment envers Richard Dufresne, le considérant comme un héritier doux et privilégié qui s'était vu remettre les clés du royaume. Pendant des années, Julien avait discrètement construit sa propre base de pouvoir au sein de l'entreprise, attendant le moment parfait pour frapper. Pendant que Richard se tordait les mains, Julien passait des appels téléphoniques stratégiques et discrets. Il parlait à des gestionnaires de fonds spéculatifs qu'il connaissait, à des raiders d'entreprise. L'action est dans le caniveau, disait-il, sa voix un murmure conspirateur bas. Dufresne est fini. Il ne se remettra jamais de ça. L'entreprise est vulnérable, mais les actifs sont toujours solides. Les routes, les avions. Si quelqu'un devait acquérir une participation majoritaire à ce prix d'aubaine, on pourrait restructurer le conseil, installer un nouveau leadership. Il plantait une graine. Il transformait un désastre en coup d'État. Pendant que tout le monde essayait de sauver l'entreprise de Richard Dufresne, Julien Mercier se préparait à l'acheter dans les décombres. Audrey Beaumont regardait. Le chaos se déroulait depuis la suite Penthouse du Mandarin oriental avec vue sur la Seine. Son équipe avait établi un centre de commandement là-bas. Luc coordonnait avec leurs équipes juridiques et de relations publiques, répondant à des centaines de demandes des médias. Audrey elle-même était silencieuse, regardant les reportages, voyant son visage sur chaque chaîne. Il n'y avait aucun triomphe dans son expression, seulement une résolution sombre et lasse. Elle avait fait ce qu'elle devait faire. Elle avait répondu à une attaque contre sa dignité par une force décisive et écrasante. Mais une petite question troublante commença à se former dans son esprit. Tout avait été si parfait. Le passager maladroit, le cas d'école d'une hôtesse de l'air biaisée, les vidéos virales. Cela semblait presque trop net, trop propre une catastrophe. Était-il possible que ce ne soit pas qu'un acte aléatoire de préjugés? Pourrait-il y avoir eu quelque chose de plus? Une pensée aussi froide et aiguisée qu'une aiguille pique à l'arrière de sa conscience. Et si elle n'avait pas seulement été une victime, mais un pion? Pendant 2 jours, le monde regarda Air Atlantique brûler. L'entreprise publia des excuses formelles et retentissantes qu'Audrey Beaumont ignora publiquement. Ils licencièrent Céline Moreau et toute l'équipe de supervision au sol de Charles de Gaulle. Ils annoncèrent un programme obligatoire de formation sur la diversité et l'inclusion à l'échelle de l'entreprise. Mais c'était comme essayer de faire sonner une cloche à l'envers. Les dégâts étaient faits. Le cours de l'action se stabilisa à son nouveau niveau catastrophique. Richard Dufresne avait l'air d'un mort-vivant. Au centre de commandement d'Énergie verte, l'ambiance était celle d'une victoire légitime. Ils étaient salués comme des héros de la responsabilité d'entreprise. Les groupes de justice sociale louaient l'action décisive d'Audrey. Les écoles de commerce écrivaient déjà des études de cas à ce sujet. Mais Audrey ne pouvait se défaire du sentiment de malaise. « Luc, dit-elle, se détournant des écrans affichant les flux d'actualité. Je veux que tu creuses quelque chose pour moi. Luc, son CFO toujours loyal et stratège, leva les yeux de son ordinateur portable. Quoi que ce soit. Qu'est-ce qui te tracasse? Céline Moreau, dit Audrey, l'hôtesse de l'air. Je veux tout savoir sur elle. Pas seulement son dossier de travail. Je veux connaître sa situation financière, ses réseaux sociaux, qui sont ses amis dans l'entreprise. Je veux savoir si elle était programmée pour ce vol ou si c'était un remplacement de dernière minute. Luc fronça les sourcils. Tu penses qu'elle a été placée là intentionnellement? Je pense que la situation s'est déroulée trop parfaitement pour notre ennemi, répondit Audrey. C'était le scénario idéal pour causer un maximum de dégâts. Je veux savoir si quelqu'un a aidé à préparer le terrain. Elle avait aussi une autre demande plus sensible. Et je veux que notre équipe de renseignement financier fasse une analyse approfondie. Je veux savoir qui shortait l'action Air Atlantique dans la semaine précédant l'incident. Et plus important encore, je veux savoir qui l'achète maintenant à des prix planchers. Les yeux de Luc s'illuminèrent de compréhension. Tu penses que quelqu'un savait que ça allait arriver? Ils en ont profité. Une chute de capitalisation boursière de 6 milliards d'euros n'est pas qu'une crise, dit Audrey sinistrement. C'est une opportunité. Et les gens comme nous ne croyons pas aux coïncidences aussi grandes. L'enquête commença immédiatement. L'équipe d'Audrey chez Énergie verte n'était pas seulement composée de scientifiques et d'ingénieurs. Elle employait certains des meilleurs comptables médico-légaux et analystes de données au monde. Ils se déplacèrent avec une efficacité numérique silencieuse. Le premier fil qu'ils tirèrent était Céline Moreau. Son dossier d'employé était sans particularité.
30 ans d'évaluation de performance adéquate avec quelques plaintes mineures concernant son caractère abrupt avec les clients. Mais le manifeste de vol du vol 712 était plus intéressant. Céline n'était pas initialement programmée pour ce vol. Elle avait été échangée seulement 12 heures avant le départ, remplaçant une hôtesse de l'air qui s'était déclarée malade. La demande d'échange avait été personnellement approuvée par un gestionnaire des opérations de niveau intermédiaire qui rapportait directement au vice-président exécutif des opérations, Julien Mercier. C'était le premier drapeau rouge. Ensuite, ils creusèrent dans les finances de Céline. Elle était lourdement endettée avec une hypothèque en sursis et des cartes de crédit au maximum. 2 semaines avant le vol, cependant, un dépôt cryptique de 50 000 € était apparu sur son compte bancaire d'une société écran anonyme basée dans les îles Caïmans. La société était impossible à tracer directement, mais les miettes de pain numérique étaient là. Pendant ce temps, l'équipe de renseignement financier fit mouche. Ils identifièrent un bloc massif d'options de vente des paris que l'action Air Atlantique allait chuter qui avait été acheté par une série de fonds spéculatifs offshore 48 heures avant l'incident. Les profits de ces transactions se chiffraient en centaines de millions. Et la frénésie d'achat qui suivit le crash était encore plus révélatrice. Un groupe d'investissement nouvellement formé, financé par une société écran, mais avec des liens vers plusieurs dirigeants proches de Julien Mercier, achetait agressivement des actions Air Atlantique. Ils achetaient des millions d'actions pour des centimes sur l'euro. Le tableau devenait terriblement clair. Quelqu'un à l'intérieur d'Air Atlantique avait orchestré toute la crise. Ils avaient identifié une employée financièrement désespérée et racialement biaisée. Ils l'avaient manœuvrée sur un vol spécifique où une PDG noire de haut profil était passagère. Ils avaient shorté l'action sachant qu'un désastre de relations publiques était émine. Et maintenant, ils utilisaient les retombées pour prendre le contrôle de l'entreprise. Audrey sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Son humiliation, les vidéos virales, sa fureur légitime. Tout avait été une performance et elle avait été la star involontaire. Julien Mercier l'avait utilisée, elle, son identité et le fléau très réel du racisme comme une arme dans une prise de contrôle d'entreprise. Il avait armé sa douleur pour son propre profit. La colère qu'elle ressentait maintenant éclipsait ce qu'elle avait ressenti dans cette cabine d'avion. Ce n'était plus une question d'hôtesse de l'air préjugée. C'était une question de manipulateur maître qui la voyait comme un outil. « Luc », dit-elle, sa voix dangereusement calme alors qu'elle fixait l'organigramme des connexions sur l'écran. « Obtiens-moi tout ce que tu peux sur Julien Mercier. Ses emails, ses journaux d'appel, ses dossiers financiers. Utilise nos meilleurs éléments. Je me fiche de ce qu'il faut. C'est de la manipulation de marché, de la fraude en valeurs mobilières. » Souffla Luc en regardant les preuves. « C'est plus que ça. » Répondit Audrey, ses yeux brûlant d'un feu froid. Il a rendu ça personnel. Il n'a pas seulement attaqué mon entreprise. Il a exploité la couleur de ma peau comme un poste dans son plan d'affaires. Il est sur le point de découvrir quelle erreur de calcul catastrophique c'était. Elle faisait maintenant face à un choix complexe. Elle pouvait rendre publique cette information, exposer Mercier et probablement l'envoyer en prison. Cela innocenterait Richard Dufresne dans une certaine mesure et pourrait même stabiliser Air Atlantique, où elle pouvait jouer un jeu différent. Mercier l'avait utilisé comme un pion. Il était temps de lui montrer ce qui se passe quand le pion atteint l'autre côté de l'échiquier et devient une reine. Audrey Beaumont ne dormit pas pendant les 36 heures suivantes. Elle, Luc et son équipe centrale opéraient avec la précision d'une unité de force spéciale. Ils avaient le quoi, la conspiration de Julien Mercier. Ils avaient le comment, la manipulation boursière et le placement de Céline Moreau. Maintenant, ils avaient besoin du pourquoi final sous une forme qui serait un échec mat. Ils devaient connecter Julien Mercier directement au paiement de 50 000 € à Céline. Leur équipe de cybersécurité, un groupe de hackers qu'Audrey avait débauché de l'ANSSI, fit sa magie. Ils contournèrent les sociétés écrans et les serveurs cryptés. Cela leur prit la meilleure partie d'une journée. Mais ils le trouvèrent finalement. Un seul ordre de transfert crypté d'une société de portefeuille secrètement contrôlée par le beau-frère de Julien Mercier envoyé à la société écran qui avait payé Céline. C'était la preuve irréfutable. Armée de ceci, Audrey fit son mouvement. Mais elle n'appela pas l'AMF ni la police judiciaire. C'était trop simple, trop propre. Julien Mercier avait joué un jeu personnel et sale. Il méritait une réponse personnelle et sale. Elle appela la seule personne qui serait la plus ruinée et la plus motivée par cette révélation. Richard Dufresne. Richard était un fantôme hantant les couloirs de la tour Air Atlantique. Il avait été forcé par le conseil à préparer sa démission. L'héritage de sa famille était en cendres. Lorsque son téléphone personnel sonna avec un numéro inconnu, il faillit ne pas répondre. « Richard », dit la voix d'Audrey, nette et autoritaire. « Nous devons parler. Dans 1 heure. Viens seul. »
Lorsque Richard Dufresne entra dans le penthouse du Mandarin Oriental, il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Ses épaules étaient affaissées, ses yeux creux. Il vit Audrey debout près de la fenêtre, une tablette à la main, regardant la ville. « Si tu es là pour une autre livre de chair, Audrey, il ne reste plus grand-chose. » dit-il avec lassitude. « Je ne le suis pas. » répondit-elle en se tournant pour lui faire face. « Je suis ici pour te montrer qui te découpe de l'intérieur. Assieds-toi. » Pendant les 20 minutes suivantes, Audrey exposa toute la conspiration. Elle lui montra l'échange du manifeste de vol. Elle lui montra l'analyse financière des shorts d'actions et l'achat subséquent. Et finalement, elle lui montra la piste d'argent indéniable de son propre vice-président exécutif des opérations, Julien Mercier, à l'hôtesse de l'air qui avait tout déclenché. Richard fixa l'écran, son visage passant de l'incrédulité épuisée au choc pâle et finalement à une rage cramoisie profonde. La trahison était absolue. Julien, son bras droit, l'homme qui l'avait mentoré, avait orchestré sa chute. « Ce fils de pute !» murmura Richard, sa voix tremblante. « Il ne m'a pas seulement ruiné. Il a mis le feu à toute l'entreprise pour régner sur les cendres. »« Il l'a fait, » confirma Audrey. « Et il m'a utilisé pour le faire. Il a utilisé ma race comme son levier d'entreprise pour te sortir de ton siège. C'est pourquoi sa victoire ne va pas se produire. » Richard leva les yeux, une lueur d'espoir dans les yeux pour la première fois depuis des jours. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Non, Richard. La question est qu'allons-nous faire ?» dit Audrey, une lueur stratégique dans les yeux. « Ton conseil a perdu confiance en toi. Ils sont sur le point de remettre l'entreprise à l'homme même qui l'a détruite. Tu as 5 coups à jouer. Tu dois convoquer une réunion d'urgence du conseil pour demain matin. Tu leur présenteras une nouvelle proposition, un effort de dernière minute pour sauver l'entreprise. » Le plan qu'Audrey exposa était audacieux, impitoyable et brillant. C'était un contre-coup d'état d'entreprise. Le lendemain matin, la salle de conseil d'Air Atlantique était épaisse de tension. Les membres du conseil étaient assis autour de la table en acajou poli, leurs visages sinistres. Julien Mercier était en tête de table, portrait du contrôle calme. Il avait déjà sécurisé les votes par procuration pour évincer Richard et s'installer comme PDG intérimaire. C'était son couronnement. Richard Dufresne entra dans la pièce avec une apparence étonnamment composée. Il prit son siège. « Messieurs, » commença Richard, « je sais que vous êtes tous ici pour accepter ma démission, et je vous la donnerai, mais pas avant de présenter une dernière voie alternative. Une voie qui sauvera cette entreprise. » Julien Mercier ricana. « Richard, c'est fini. N'étirons pas cela. Laissez-le parler. » dit Marcus Leblanc, le doyen du conseil. « Notre réputation est en lambeaux. » Continua Richard. « Notre seul chemin vers la survie est de nous associer avec une marque si forte, si tournée vers l'avenir qu'elle peut nous sortir de cette spirale. Nous avons besoin d'un partenaire qui représente l'avenir. Nous avons besoin d'énergie vertes innovations. » Une vague de rires cyniques et de grognements parcourut la pièce. « Es-tu fou ?» cria un membre du conseil. « Beaumont est celle qui nous a planté un couteau dans le dos. Elle est la seule qui peut nous sauver, » dit Richard. « Et elle est prête à reconsidérer le partenariat sous quelques conditions. » Il fit un geste vers la porte. Elle s'ouvrit et Audrey Beaumont entra, suivie de Luc. La salle de conseil tomba dans un silence stupéfait absolu. Le visage de Julien Mercier devint blanc comme un linge. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Audrey prit sa place à la table, sa présence commandant la pièce. « Bonjour, messieurs, » dit-elle, sa voix froide comme la glace. « Parlons des nouveaux termes. Énergie verte est prête à rétablir le partenariat, mais l'évaluation a changé. Compte tenu de la nouvelle position de marché d'Air Atlantique, notre investissement initial de 4 milliards d'euros achètera maintenant une participation majoritaire de 51% dans la compagnie aérienne. Énergie verte deviendra l'actionnaire majoritaire. » La pièce éclata en protestation. « Une prise de contrôle. C'est de l'extorsion. C'est une bouée de sauvetage, » dit calmement Audrey, ses yeux fixés sur Julien. « Ma deuxième condition est une restructuration complète de ce conseil et de la direction exécutive, à commencer par la résiliation et le retrait immédiat de monsieur Julien Mercier pour motif valable. » Julien bondit sur ses pieds. « C'est scandaleux. Sur quelle base ? » Sur la base de fraude en valeurs mobilières, fraude télégraphique et manipulation de marché, dit Audrey alors que Luc projetait les preuves sur le grand écran au bout de la pièce. La piste d'argent, le manifeste de vol, les transactions boursières. Tout était là, indéniable et accablant. Le conseil fixa l'écran, leur visage un mélange d'horreur et de fureur. Ils regardèrent Julien Mercier, non plus comme un sauveur, mais comme un saboteur, un cancer en leur sein. « Ma condition finale. » Continua Audrey alors que la sécurité entrait dans la pièce et se tenait derrière un Julien Mercier figé. « Est que Richard Dufresne démissionnera en tant que PDG. Cependant,
À sa place, je nommerai un nouveau PDG intérimaire pour superviser la transition. Quelqu'un en qui j'ai une confiance implicite. Moi. C'était un coup de maître. Elle n'avait pas seulement obtenu sa vengeance. Elle n'avait pas seulement exposé le méchant. Elle avait gagné tout le royaume. Julien Mercier fut escorté hors de la pièce, son visage un masque d'incrédulité et de ruine. Le Conseil, ne voyant aucune autre option pour éviter la faillite totale et une enquête fédérale, capitula. À midi, le vote était unanime. Le docteur Audrey Beaumont, la femme qu'ils avaient expulsée de leur avion 3 jours plus tôt, était maintenant la nouvelle propriétaire et PDG d'Air Atlantique. Les suites du coup d'état d'entreprise stupéfiant d'Audrey Beaumont furent un tourbillon. La nouvelle de l'arrestation de Julien Mercier et les détails de sa conspiration choquèrent le monde des affaires et innocentèrent Air Atlantique de l'accusation de racisme systémique intentionnel, reformulant le récit comme un cas de sabotage d'entreprise. Avec la technologie d'énergie verte et le leadership d'Audrey, l'action d'Air Atlantique commença une lente et ardue remontée de l'abîme. Audrey fit la couverture de Forbes, Fortune et Le Point, saluée comme une stratège brillante et une nouvelle icône de l'excellence et du pouvoir noir. En surface, c'était une victoire totale. Mais le karma, Audrey l'apprenait, n'est pas une transaction propre et simple. C'est une force désordonnée et compliquée qui se propage vers l'extérieur, touchant tout le monde et tout. Pour Julien Mercier, le karma fut rapide et prévisible. Face à une montagne de preuves, il fut condamné pour manipulation de marché et condamné à 15 ans de prison fédérale. Il perdit sa fortune, sa famille et sa liberté. Le sien était le karma d'un méchant dans une histoire simple. Pour Céline Moreau, le karma fut bien plus tragique. Elle devint une paria. Licenciée et faisant face à un procès de la compagnie aérienne, elle était inemployable. Les 50 000 € qu'elle avait reçus furent confisqués comme preuve. Les clips viraux de son visage devinrent un mème permanent pour le racisme, et elle reçut d'innombrables menaces de mort. Elle était un pion dans le jeu de Julien, certes motivé par ses propres préjugés. Mais la punition semblait disproportionnée par rapport à son rôle. Elle perdit sa maison et tomba dans une profonde dépression. Une femme brisée, mâchée et recrachée par une guerre d'entreprise dans laquelle elle ne savait même pas qu'elle se battait. Audrey lisait occasionnellement sur sa détresse et ressentait non pas de la satisfaction, mais un sentiment troublant de pitié. Pour Richard Dufresne, le karma fut un enfer silencieux et privé. Il fut innocenté de tout acte répréhensible dans le complot, mais il était toujours le PDG qui avait perdu l'entreprise de sa famille. Il avait été surpassé par son subordonné et sauvé par la femme que son entreprise avait offensée. Il accepta une retraite tranquille, vivant de la fortune restante de sa famille. Mais il était un homme à la dérive. Son héritage n'en était pas un de triomphe mais d'échecs et de sauvetage spectaculaires. Il passait ses jours sur le parcours de golf, un fantôme de l'homme qu'il était autrefois. Et pour Audrey Beaumont, le karma fut le plus complexe de tout. Elle avait gagné. Elle était plus puissante que jamais. La PDG à la fois d'une entreprise technologique révolutionnaire et d'une grande compagnie aérienne internationale. Elle mettait en œuvre des changements radicaux chez Air Atlantique, créant une nouvelle culture inclusive de haut en bas. Elle avait prouvé son point sur une scène mondiale. Mais la victoire était venue à un prix. Le combat l'avait changé. La nature publique de son humiliation et la bataille d'entreprise brutale qui a suivi avaient durci quelque chose en elle. Elle n'était plus seulement une PDG brillante. Elle était un symbole. Sa vie ne lui appartenait plus. Chaque décision qu'elle prenait était examinée à travers le prisme de la race et du pouvoir. Elle portait le poids d'être un modèle, une guerrière, une figure de proue. Certains dans la communauté noire la saluaient comme une héroïne, tandis que d'autres la critiquaient pour être devenue partie de la machine d'entreprise impitoyable, arguant qu'elle était simplement devenue un meilleur prédateur. Elle se retrouvait à passer plus de temps dans les salles de conseil que dans les laboratoires avec ses ingénieurs. La joie qu'elle trouvait autrefois dans l'innovation était maintenant souvent éclipsée par les nécessités brutales de diriger une compagnie aérienne en difficulté. Elle avait voulu changer le monde avec sa technologie. Au lieu de cela, elle était enlisée dans des négociations syndicales, la couverture du carburant et la logistique des routes. Elle avait gagné la bataille, mais se retrouvait dans une guerre différente et plus épuisante. Un soir, des mois plus tard, Audrey était assise seule dans son nouveau bureau au dernier étage de la tour Air Atlantique. Ça avait été le bureau de Richard Dufresne. Elle regardait l'horizon de la ville, les lumières scintillant comme un champ de diamants éparpillés. Elle avait remporté une victoire si totale qu'elle était l'étoffe des légendes. Elle avait affronté les préjugés et la trahison et était sortie avec le prix ultime. Mais elle ne se sentait pas triomphante. Elle se sentait lourde. Elle avait retiré 4 milliards d'euros de financement pour faire valoir un point. Et ce faisant, avait mis en mouvement une chaîne d'événements qui avait ruiné des vies. Démanteler un héritage l'avait propulsée dans un rôle qu'elle n'avait jamais vraiment voulu. Elle avait prouvé qu'on ne pouvait pas se frotter à elle.
mais dans le processus avait perdu un morceau de la scientifique calme et concentrée qu'elle était autrefois. Le karma, réalisa-t-elle, n'était pas une question de gagner ou de perdre. C'était une question de conséquences. Et les conséquences de cet incident-là sur le vol 712 se propageaient toujours à travers le monde et à travers elle. Elle avait gagné la guerre. Mais la paix qu'elle devait gérer était plus difficile que n'importe quelle bataille qu'elle ait jamais menée. En fin de compte, ce n'était pas seulement une histoire de vengeance. C'était une histoire de conséquences. Un seul acte de préjugé né dans le cœur d'une hôtesse de l'air s'est transformé en une catastrophe de plusieurs milliards d'euros, qui a exposé la pourriture cachée dans un empire d'entreprise. Le docteur Audrey Beaumont a riposté et a remporté une victoire de proportions épiques. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le vrai karma n'est jamais aussi simple. C'est une toile, pas un éclair. Chaque personne dans cette histoire, du PDG disgracié au méchant emprisonné à la victorieuse célébrée, a dû naviguer les suites compliquées de leur choix.